Bienvenue au labo des CIP. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet aussi vieux que notre métier, mais qui nous taraude toujours autant, l'éthique. On est tous, je pense, bombardés de termes comme bonne pratique, cadre de référence, processus qualité. C'est formidable, hein, mais au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on fait de notre flair, de notre jugement, de cette petite voix intérieure qu'on aime bien appeler notre boussole? C'est exactement la question qui nous divise aujourd'hui, et c'est une question essentielle. D'un côté, on a besoin de garantir une forme d'équité, d'efficacité, une qualité de service homogène pour tout le monde. De l'autre, on sait bien que notre métier, c'est de l'humain en barre, et que chaque situation est unique. Alors, la question centrale de notre échange est la suivante. Pour être un bon CIP, faut-il avant tout maîtriser et appliquer un cadre de bonnes pratiques éprouvées, ou bien la compétence clé réside-t-elle dans notre capacité à nous fier à notre éthique personnelle, à notre intuition? Le décor est planté, et pour ma part, je vais défendre l'idée que si on perce cette boussole intérieure au profit d'une simple application de règles, on perd l'âme de notre métier. Je pense que le cœur du réacteur, c'est justement cette capacité à naviguer à l'instinct. Un instinct éclairé, bien sûr. Et je prendrai la position inverse. Je soutiendrai que ces bonnes pratiques, loin d'être un carcan, sont en réalité notre meilleur filet de sécurité. Elles sont la structure qui nous permet de ne pas nous perdre et surtout de protéger les personnes que nous accompagnons. Allez, j'ouvre le bal. Je t'en prie. Pour moi, l'idée d'un cadre est fondamentale pour une raison simple. Elle nous protège de l'arbitraire. Le nôtre est celui de l'institution. Quand on parle de bonnes pratiques, on ne parle pas d'un règlement stupide et rigide, mais d'un cadre de référence commun qui a été pensé, discuté. C'est ce qui nous donne un sentiment de sécurité et de protection. On sait sur quoi s'appuyer, surtout quand on débute ou face à une situation complexe. Ça nous permet de travailler plus sereinement. Pense aux grands principes qui régissent notre travail, comme le respect, la non-discrimination, la neutralité. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des piliers. Et une bonne pratique, ça traduit ces grands principes en gestes concrets. L'exemple le plus simple et je trouve le plus parlant, c'est celui de l'entretien sans écran d'ordinateur entre le conseiller et la personne. Ça peut paraître anodin, mais ça change tout. On passe d'un interrogatoire administratif à une vraie conversation. C'est une pratique simple, observable, qui garantit un minimum de qualité relationnelle, peu importe si le conseiller est un jeune diplômé ou un vieux briscard. C'est une base solide et juste pour tout le monde. Sans ça, c'est la loterie, quoi. Je vois bien l'idée de la rampe de sécurité, et elle est séduisante, hein, je l'admets. Mais je ne peux m'empêcher de penser que c'est une vision un peu réductrice de notre travail. Réduire notre expertise à une liste de gestes à faire ou ne pas faire, même s'ils sont pertinents, c'est passer à côté de l'essentiel. Notre métier, ce n'est pas de la procédure, c'est de la dentelle relationnelle. L'éthique, ce n'est pas une checklist, c'est un questionnement intérieur constant. Est-ce que j'agis de manière responsable? Est-ce que je place vraiment l'être humain au centre? On nous dit que, sans la connaissance de ses propres valeurs, le conseiller travaille sans boussole, qu'il finit par s'enfermer dans une routine vide de sens. Et c'est tellement vrai. La compétence fondamentale, pour moi, elle est invisible. C'est cette capacité à écouter en faisant taire son propre brouhaha intérieur pour vraiment accueillir ce que l'autre dit et surtout ce qu'il ne dit pas. C'est aussi savoir taire une information, une question, parce qu'on sent intuitivement que la personne n'est pas prête à l'entendre. Et ça, dis-moi, quelle fiche de bonne pratique peut te l'apprendre? Aucune. C'est du domaine du jugement, de l'éthique personnelle en action. C'est notre fameuse boussole. Tu présentes les bonnes pratiques comme un manuel de montage de meubles suédois, mais ce n'est pas du tout ça. L'idée n'est pas d'imposer une méthode rigide, au contraire, il est bien précisé que ces pratiques, pour être efficaces, doivent être élaborées en commun. Elles doivent être discutées, validées par les équipes, et surtout être en phase avec les valeurs du collectif. Ce n'est pas un truc qui tombe d'en haut, c'est un processus vivant, collaboratif. On nous dit même qu'il faut en limiter le nombre pour ne pas nuire à la créativité. Le cadre n'est donc pas une prison, je le vois plutôt comme un tatami. Il délimite l'espace de combat pour que personne ne se blesse, mais à l'intérieur de ce cadre, toutes les prises, toutes les stratégies, toute la créativité du judoka peuvent s'exprimer. L'image du tatami est intéressante, j'aime bien, mais elle a ses limites. Sur un tatami, tu as deux adversaires avec des règles claires. Nous, on a en face de nous des histoires de vie, des complexités, des paradoxes. Chaque combat, pour reprendre ton image, est radicalement différent. Et le risque de la standardisation, même avec un cadre co-construit, reste énorme. Comment une pratique aussi bonne soit-elle peut-elle prétendre s'adapter à la singularité de chaque individu?
On sait que l'essentiel de la communication passe par le non-verbal, les micro-expressions, l'énergie d'une personne. Ce sont des choses que l'observation fine, l'intuition du conseiller capte en une fraction de seconde. Vouloir tout encadrer, c'est un peu comme vouloir apprendre à un comédien à jouer une scène en lui donnant une liste d'émotions à mimer. Ça peut donner quelque chose de techniquement correct, mais ça ne sonnera jamais juste. Ça manque de vie. Attends, quand tu dis ça, on dirait que tu opposes frontalement la règle et l'intuition. Alors que pour moi, elles se renforcent mutuellement. Prenons la question des valeurs personnelles, qui est au cœur de ta boussole. Je suis le premier à dire que ce travail d'introspection est indispensable. Un CIP qui ne connaît pas ses propres valeurs est un CIP dangereux, on est d'accord. Mais ces valeurs personnelles, elles ne peuvent pas être le seul guide, elles doivent absolument s'inscrire dans un cadre déontologique et légal plus large. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que ta boussole personnelle, si elle est mal calibrée ou si elle n'a pas de cadre, peut te faire dévier complètement de la route. Imagine qu'une de tes valeurs fondamentales soit l'anti-autoritarisme. C'est une belle valeur. Mais si au nom de cette valeur, tu conseilles à une personne de ne pas respecter le règlement intérieur de son entreprise ou de ne pas suivre les obligations liées au droit social, tu ne lui rends pas service. Tu la mets en danger, et toi avec. Les bonnes pratiques sont justement ce qui fait le pont entre nos convictions personnelles et nos obligations professionnelles. Elles traduisent nos grands principes éthiques en actions concrètes, observables et surtout légitimes et sécurisantes pour la personne. Elles sont nos garde-fous. C'est justement sur ce point que nos perspectives divergent. Pour moi, ce pont, ce n'est pas une procédure extérieure qu'il construit, c'est le conseiller lui-même, par son travail d'analyse. La connaissance de soi est la clé de tout, quand on commence à comprendre sa propre mécanique de valeur. Par exemple, la différence entre les valeurs de but, ce qu'on vise dans la vie comme l'amour ou la liberté, et les valeurs de moyens, comme l'honnêteté ou le courage pour y parvenir. C'est seulement en ayant fait ce travail sur soi qu'on peut mieux identifier, comprendre et investiguer celles qui animent les personnes qu'on accompagne. C'est un travail d'artisan, pas de technicien. Laisse-moi te donner un exemple très concret. Imagine un conseiller dont l'une des valeurs d'évitement est le conflit. Il déteste ça, ça le met mal à l'aise. Il reçoit une personne qui est exploitée dans son travail mais qui n'ose pas en parler à son employeur. Si le conseiller n'a pas conscience de sa propre peur du conflit, il risque inconsciemment de ne pas pousser la personne à se défendre, de minimiser la situation, juste pour s'éviter à lui-même une situation inconfortable. Il ne sabote pas l'accompagnement par méchanceté, mais parce que sa propre boussole est déréglée par une peur non identifiée. Aucune bonne pratique du type encourager l'affirmation de soi ne pourra contre ça si le travail de fond sur soi n'a pas été fait. L'exemple est excellent et je suis complètement d'accord avec l'analyse. Mais je ne vois toujours pas en quoi ça invalide l'utilité des bonnes pratiques. Au contraire, l'artisan dont tu parles, pour filer la métaphore, il a besoin d'outils performants. Et ces outils, ces techniques, ce sont précisément nos bonnes pratiques. Prenons la communication, c'est le cœur de notre métier. Les 4 démarches écouter, entendre, dire et taire peuvent être vues comme de simples concepts ou comme des pratiques concrètes qu'on peut travailler et améliorer. La technique de la reformulation, par exemple, c'est un outil extraordinaire. Tu prêches une convaincue, j'adore la reformulation. Mais oui, et c'est une technique qui s'apprend. Au lieu de dire à quelqu'un «donc si j'ai bien compris, voilà ce que vous m'avez dit», ce qui est assez directif, on peut utiliser une formulation comme «voilà ce que j'ai entendu de votre situation». Cette petite nuance change tout. Elle montre que notre écoute est active, mais qu'elle n'est pas infaillible. Ça laisse à la personne la possibilité de confirmer ou rectifier. Ça crée un dialogue d'égal à égal, ça n'enferme pas la personne en nos propres interprétations. Ce n'est pas de la robotique, c'est une technique qui, lorsqu'elle est bien maîtrisée, est profondément humaine et terriblement efficace. C'est une bonne pratique qui élève la qualité de l'échange pour tout le monde. Je vois la logique de ton argument, mais il me semble qu'il omet un aspect essentiel. L'outil, aussi sophistiqué soit-il, n'est rien sans l'intention et la posture de celui qui le manie. Un scalpel dans les mains d'un boucher ou d'un chirurgien, ce n'est pas le même usage ni le même résultat. L'application de cette technique de reformulation, elle demande une posture éthique en amont. Pour bien reformuler, il faut d'abord avoir écouté de manière éthique. Et écouter de manière éthique, ça signifie renoncer à ses propres souhaits, renoncer à vouloir avoir raison, à vouloir à tout prix placer sa solution, à vouloir convaincre. C'est un effort ascétique, presque. C'est pareil pour l'observation. Observer, ce n'est pas juste regarder quelqu'un. C'est décoder des signaux faibles, des postures, des silences, et ça demande une capacité d'adaptation quasi instantanée, qui ne vient pas d'un manuel, mais de l'expérience, de la formation continue, de la remise en question. La technique sans la posture, sans la boussole qui te dit au bon moment, la tais-toi et écoute vraiment, ce n'est qu'un automatisme froid et potentiellement manipulateur. Le vrai travail éthique, pour moi, c'est cette quête personnelle, jamais achevée, de perfectionnement de sa pratique. Ça vient de l'intérieur,
pas d'un référentiel de compétences. Je crois qu'au fond, on est en train de tourner autour de la même vérité, mais en l'abordant par des portes différentes. On n'est peut-être pas si en désaccord que ça. Pour moi, il est clair que l'un ne va pas sans l'autre. Les bonnes pratiques fournissent la structure, le squelette. Elles sont les murs porteurs du laboratoire. Elles garantissent que nos expérimentations, nos accompagnements n'épartent pas dans tous les sens, qu'ils respectent un cadre partagé qui est avant tout là pour protéger la personne. C'est la condition sine qua non pour un travail de qualité. Mhm, mhm. Et je compléterai en disant que notre boussole éthique, c'est le chercheur dans ce laboratoire. C'est notre capacité à questionner, à douter, à observer, à nous adapter, à faire preuve de créativité à l'intérieur de ce cadre pour trouver la solution la plus juste, la plus pertinente et la plus humaine pour la personne unique qui est en face de nous. Tu as raison, l'un sans l'autre, c'est le danger assuré. Le cadre sans la boussole, c'est une pratique rigide, froide et déshumanisante. La boussole sans le cadre, c'est le risque du chaos, de l'arbitraire et de se perdre en chemin. Tout à fait. La véritable compétence du CIP, ce n'est peut-être pas de choisir son camp, entre le cadre et la boussole. C'est de maîtriser cette danse constante entre le respect d'une structure collective et l'écoute de sa propre éthique, de son intuition. Apprendre à faire dialoguer les deux au quotidien, voilà le véritable enjeu. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre en tension permanente. Un équilibre instable à retrouver chaque jour, avec chaque personne. Le cadre nous protège, la boussole nous guide. C'est peut-être ça la définition la plus juste de notre professionnalisme. À bientôt dans le labo des CIP.